les concentrations actuelles de CO2 se sont retrouvées à intervalles réguliers, ici, peut-être ici et là. Et entre deux maximums, il y a eu ce qu'on appelle les âges de glace. Donc nous, le niveau normal de CO2, il est là, il a environ 275 ppm. Et ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que le niveau actuel, il est là. Donc c'est faux. Le niveau actuel de CO2 n'a rien de naturel. C'est une quasi-certitude que le niveau actuel de CO2 est entièrement causé par les activités humaines. Si vous voulez, notre civilisation tout entière, elle commence à peu près là, et elle va se terminer là. Donc c'est pour ça que le problème fondamental qu'on essaie de résoudre de façon générale, c'est comment revenir à des valeurs normales, comment réduire nos émissions de CO2. Alors si vous êtes un politicien et qu'on vous donne une enveloppe avec 1 million de francs, et avec ça, réduire autant que possible les émissions de CO2, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez probablement chercher à comprendre quel est le secteur de l'économie ou de l'industrie humaine qui est le plus responsable de ces émissions. Alors, ces informations sont disponibles pour beaucoup de pays. Ça, c'est les chiffres pour la Suisse. Donc, la Suisse est un cas particulier en ce sens que l'électricité suisse est principalement produite par des sources qui n'émettent pas de CO2, essentiellement de l'hydroélectrique et du nucléaire. Donc, nos besoins en éclairage ou en appareil électrique ne contribuent pas tant que ça en CO2, mais globalement, ce n'est pas le cas. Au niveau global, la consommation électrique contribue aussi au CO2. Mais ensuite, vous voyez, le transport essentiellement contribue en 2005 à environ 17 millions de tonnes de CO2 par année. Les combustibles, que l'on peut sous-diviser en combustibles pour les ménages, industries, services et autres, c'est 24 millions de tonnes par année. Maintenant, un combustible utilisé dans les ménages ou dans les services, c'est presque toujours pour le chauffage du bâtiment. Donc si on fait la somme, on voit 12 plus 5,5, ça fait 17,5 millions de tonnes par année, qui surpassent les émissions du secteur du trafic. Donc les besoins en chauffage en Suisse provoquent plus d'émissions de CO2 que le transport. C'est ça qu'il faut retenir ici. Donc le total, c'est environ 40 millions de tonnes par année. Ça fait environ 6 tonnes de CO2 par personne. C'est comme si vous gonfliez une montgolfière de CO2 chaque année et que vous libériez ça dans l'atmosphère. Donc je viens de dire que la part du lion de nos émissions de CO2 proviennent du chauffage et dans une autre mesure aussi de l'éclairement de nos bâtiments. Donc c'est ça que nous essayons de faire ici. Nous essayons de réduire au maximum les besoins en chauffage et d'éclairage de nos bâtiments. Et notre credo ici au laboratoire, c'est que c'est possible de faire ça de par une meilleure utilisation rationnelle de l'énergie solaire. Voilà, donc maintenant j'ai posé le problème, je vais vous décrire un petit peu le bâtiment du LESO que vous voyez ici. C'est là qu'on va aller tout à l'heure pour l'apéritif aussi. Donc c'est un bâtiment relativement unique en son genre. C'est un bâtiment de taille modeste, qui a environ une vingtaine de bureaux à l'intérieur. C'est là que se tiennent les activités de notre laboratoire. Et c'est un bâtiment qui est entièrement équipé d'un système d'automatisme. C'est un système d'automatisme commercial, c'est quelque chose que vous pouvez aller vous-même acheter chez Électromatériel. Ce qui fait que tout dans ce bâtiment est commandable. Les stores, les lumières, le chauffage. Et ça c'est très bien pour nous parce que ça nous permet de développer ou d'explorer de nouvelles méthodes de régulation du bâtiment dans le but de réduire nos besoins énergétiques. Voilà, ça c'est une photo d'un bureau typique dans le LESO. Dans chaque bureau aussi, il y a toute une gamme de senseurs qui permettent de mesurer l'éclairement intérieur, de sentir si quelqu'un est présent dans le bureau ou pas. Vous voyez ici par exemple une sonde d'éclairement. Ça c'est au plafond, tous les bureaux sont équipés au plafond d'une sonde d'éclairement pour mesurer l'éclairement horizontal et d'une sonde de présence. Donc armé de tout cela, il nous est possible de complètement commander le LESO. Voilà. Alors maintenant j'en viens au vif du sujet. Je vous ai parlé de quel était le problème que nous cherchions à résoudre et quels sont les moyens que nous avons à disposition.
est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va optimiser au mieux l'utilisation du soleil pour le chauffage, par exemple? Bon, à la base, c'est un problème trivial. Il suffirait, en hiver, d'ouvrir les stores et de les fermer en été. Le problème avec ça, c'est qu'il y a quelqu'un dans le bureau. Donc, c'est essentiel d'aussi garantir le confort visuel de l'occupant. Et c'est ça la grande difficulté. Et j'ai envie de dire, c'est ça un peu la contribution scientifique de ce travail. C'est d'avoir proposé une méthode pour quantifier le confort visuel de l'occupant. Si on arrive à donner un chiffre, à donner une note, est-ce que ce bâtiment est confortable ou non, alors ça devient possible de faire de la régulation qui fasse l'équilibre entre le confort visuel et la consommation d'énergie. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? C'est ça que je vais décrire maintenant, c'est la méthode que j'ai proposée pour estimer le confort visuel. Alors ça, c'est la partie un peu plus mathématique, je m'en excuse. Donc, j'utilise ce qu'on appelle le formalisme bayésien. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le théorème de Bayes. Le théorème de Bayes dit que pour deux événements A et B, quels qu'ils soient, arbitraires, la probabilité de A, sachant que B a déjà eu lieu, est donnée par cette expression. Donc c'est une façon, si vous voulez, vous voyez que ce terme-là, c'est probabilité de A sachant B, et on retrouve ici probabilité de B sachant A, B sachant A, et B sachant non A. Donc c'est une façon, si on veut calculer probabilité, d'inverser les termes qui interviennent dans ce terme. Alors pourquoi c'est utile ça? Alors je vais donner un exemple. Un exemple qui n'a rien à voir avec le bâtiment. C'est, depuis 2002, il y a eu des gens qui ont proposé d'utiliser le formalisme bayésien pour arriver à déterminer si un email est du spam ou non. Et comment est-ce qu'il fait ça? Alors il écrit, on cherche à calculer la probabilité que c'est du spam, sachant quoi? Ce qu'on va faire, on va regarder le contenu de l'email. On va regarder les mots qui composent l'email. Si je vois qu'un email contient le mot riche, par exemple, j'ai envie de calculer quelle est la probabilité que cet email soit du spam, sachant qu'il contient le mot riche. Alors j'écris ça de la façon suivante. Alors, le théorème de Bayes, je l'applique aveuglément et ça me donne probabilité que l'email contienne le mot riche, sachant que c'est du spam, fois la probabilité que c'est du spam, divisé par la même chose que je ne répète pas, plus la probabilité qu'il contient le mot riche, sachant que ce n'est pas du spam, ou les informaticiens appellent ça du ham, fois probabilité que c'est du ham. Voilà. Alors, est-ce que ça nous aide, ça? Oui, ça nous aide, parce que comment interpréter ce terme ici? Probabilité que l'email contienne le mot riche, sachant que c'est du spam. Ben, si vous y réfléchissez, si vous regardez tous les emails que vous avez reçus, tous les spams que vous avez reçus, ce terme-là, c'est simplement la fraction de spam qui contiennent le mot riche. De la même façon, ce terme ici, c'est la fraction de tous vos emails légitimes qui contiennent le mot riche. Donc, de par une analyse de votre historique et de par une analyse du contenu de votre email, vous pouvez déterminer la probabilité que cet email soit du spam sur la base d'un seul mot. Voilà, donc ça, vous répétez la même chose ensuite pour chacun des mots qui composent l'email. Ça va vous donner une probabilité à chaque fois. Et on peut ensuite combiner toutes ces probabilités pour arriver à un score final pour vous dire si c'est du spam ou non. D'accord? Alors, on va voir ça en action. Moi, j'utilise un filtre à spam relativement populaire qui s'appelle Spam Assassin. Et j'ai écrit un petit script pour aller interroger la base de données de Spam Assassin et lui donner un mot